Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, et on va décortiquer une nouvelle petite news que FFG nous a concoctée avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude sur le site de All of Heroes, parce qu'il réunit toutes les cartes et que c'est beaucoup plus simple. Et voici le titre de cette nouvelle affaire, Trickster Takeover. Donc tentative de prise de contrôle par les arrangeurs, les arnaqueurs, ceux qui te font des sorts. Comme en anglais avec la superbe fête d'Halloween où on dit trick or treat, donne-moi. Ah, ça on s'en fout, hop. Donne-moi donc des bons becs ou je te jetterai un sort. Donc son jeu, tentative de contrôle des jeteurs de sorts en fait. On va traduire ça comme ça. Alors on voit que la date de release c'est en août 2025. Donc évidemment, pour rappel, on avait eu un petit leak qui nous laissait supposer qu'on allait avoir une grosse boîte de départ avec 4 héros bien connus dedans qui forment une team et ça commence à m'embêter tout ça. Hop. Donc évidemment on s'attendait à ça. Maintenant avec leur changement de plan sur la façon de fonctionner, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, avec le fait que nous allons avoir toute une partie de la gamme qui sera en legacy, et que du coup des héros ne seront plus du tout réimprimés, vendables, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule et vont nous sortir autre chose d'abord? On verra bien, le futur nous le dira. Rendez-vous, j'espère, d'ici un mois et demi, pour avoir enfin la réponse à cette question. En attendant, on a enfin un nouveau petit set de rencontres en solo, donc ça c'est, enfin isolé. Donc ça faisait un moment, on n'en avait pas eu du tout, je crois, avec les... Ah si, je dis des bêtises, on avait eu Mojo. Donc avec la vague des X-Men, on avait quand même eu un, qui d'ailleurs était, à mon sens, le meilleur, puisque c'est une mini-campagne à lui tout seul. On va un peu voir ceci, pour voir si c'est du même niveau. Alors, à savoir que le designer, c'est pas mis ici, mais c'est Boggs, qui nous a habitués au meilleur comme au pire. J'apprécie énormément le boulot qu'a fait ce type jusqu'ici, mais il est... Bon voilà, il a quand même fait quelques ratés. Comme notamment le héros de Valkyrie, qui je pense avait été fait par lui, si je ne dis pas de bêtises, mais bon. Allez, c'est parti. Et on commence donc avec l'Enchantress, à savoir que dans la news, il est précisé qu'il y a 2 personnages, 2 sets de rencontres qu'on va pouvoir... auquel on va pouvoir se confronter. Et donc le premier c'est l'Enchantress et je vais cliquer ici, ce sera mieux. Et voilà, c'est la bonne taille, c'est magnifique. Donc l'Enchantress, graphisme absolument génial je trouve, j'aime beaucoup ce type de graphisme. Si ce n'est qu'ici au niveau des doigts, on ne sait pas lequel passe devant, lequel passe derrière, mais c'est un détail. Donc on voit qu'on est sur sa phase de vilain numéro 1, et sur sa phase de vilain numéro 1, elle a 2 de manigance, 1 d'attaque avec une petite astérix. Elle a les traits Asgard et Mystique, donc a priori comme sa carte du sbire, du set modulaire du même nom. Alors, elle a une réponse forcée donc, après avoir attaqué évidemment, après que l'Enchantress a attaqué, placé un compteur charme sur l'enchantement, sur la carte enchantement qui est dans votre aire de jeu. On va voir tout de suite ce que c'est. Et on voit qu'elle arrive avec 15 points de vie par joueur, ce qui est dans la moyenne. Et par contre, on voit que son set, lui, il est beaucoup plus grand que d'habitude, puisqu'il y a 32 cartes. 32, c'est quand même pas mal. On nous a habitués à beaucoup moins. Carte suivante. Hop. Alors, sa manigance principale, qui arrive donc avec... Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, le seuil, c'est 6 menaces par joueur. Ça augmente de 1 par joueur. Ça arrive en jeu avec 1 par joueur, ok. Réponse, interruption forcée. Quand un compteur charme devrait être placé sur un enchantement dans votre zone de jeu, si votre identité a le trait enthralled, donc c'est contrôlé en quelque sorte, trollé, placez une menace ici à la place. Donc on va voir tout de suite ce que c'est que cette carte enchantement qui peut nous donner le trait enthralled, que voici. Donc on voit que c'est un attachement.
C'est un enchantement, il est permanent. Votre identité gagne le trait Enthralled. Une fois révélée, vous êtes confus. Donc on va voir qu'en fait elle a deux faces cette carte et que là c'est la deuxième face. Et donc une fois qu'on la révèle, on est confus. Si on était déjà confus, eh bien on prend 2 dommages, 2 dégâts. Action forcée, incliner cette carte. Et comme résultat de pouvoir piocher une carte. Et puis on peut jouer cette carte en payant son coût. Sinon on prend 1 dégât. Donc on voit que ça a à la fois un avantage, parce que piocher une carte c'est toujours bien, et en même temps on est obligé de la jouer, ce qui n'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire à ce moment-là de la partie avec le tempo, etc. Construction assez intéressante je trouve pour l'instant, donc c'est à la fois un gain et un malus. À voir comment on va pouvoir gérer ça par la suite. En tout cas c'est permanent, donc ça va être obligatoire, on va devoir à chaque tour piocher une carte et la jouer ou prendre un dégât. Ce qui va nous laisser quand même des choix tactiques, parce qu'on voit qu'ici c'est une action forcée, ça veut dire qu'avant la fin du tour de notre joueur, de notre personnage, on va devoir faire cette action, mais on n'est pas obligé de commencer par celle-ci, comme précisé dans leur news. Donc si on voit qu'on a des cartes qu'on veut absolument jouer et qu'on ne veut pas perdre, on peut de toute façon commencer par piocher en voyant si on va l'utiliser comme ressource ou pas, en sachant que la ressource va nous faire 1 point de dégâts. J'ai envie de dire qu'à finalement c'est un petit peu comme la carte bleue, l'amélioration bleue qu'on se met sur soit un allié, j'ai oublié le nom, soit avec Captain America, Captain Marvel qui est représenté dessus, et qui vous donne une icône libre de ressources au coût d'1 point de dégâts. Au final ça fera un peu la même chose, au pire. Alors, la deuxième carte d'enchantement qui nous donne le trait Enthralled, c'est la transe de la colère. La première d'ailleurs, c'était quoi? C'était, j'ai oublié de le dire, la transe de l'avidité. Pourquoi pas? Donc, une fois révélée, cherchez parmi les 5 cartes du haut du deck de rencontre. Après une carte, révélez-la, puis mélangez. Donc, on doit en choisir une. En action forcée de nouveau, donc que l'on peut faire pendant le tour des joueurs, inclinez cette carte-ci et prenez un dégât indirect pour infliger 2 dégâts à un sbire. Donc de nouveau, avantage, inconvénient, c'est plutôt sympa finalement. C'est à voir comment on va réussir à le gérer en jeu, mais c'est pas si mal. Alors, un attachement cette fois-ci que l'on va attacher sur l'enchantresse, qui a une tête ici un peu moins belle que sur l'autre image, mais quand même le graphisme reste sympa, et elle s'appelle la couronne de l'enchantresse. Alors on voit qu'on revient avec les petites différences quand on est en expert ou non, donc ça je trouve ça très sympa. C'est une façon de rendre le jeu plus compliqué tout en ayant des cartes, sans devoir ajouter des cartes en fait dans le deck de rencontre. C'est la même carte a plusieurs effets en fonction du mode dans lequel on joue. Donc en expert, l'enchantresse gagne Stalwart. Stalwart, pour rappel, elle ne peut pas être ni sonnée, ni confuse, ni désorientée. Alors, réponse forcée. Après que l'enchantresse a manigancé contre vous, placez un compteur charme sur l'enchantement qui est devant vous dans votre aire de jeu. Donc ça va nous rendre Enthralled plus rapidement. Ok, quand elle manigance. Action de héros, chaque joueur peut incliner son identité et prendre un dégât pour défausser cette carte. Donc pour ralentir le moment où on va être enchanté. Et on voit qu'on a 3 icônes ici de boost, donc même si on la tire comme boost, ça reste une sale carte. Carte suivante, un premier sbire de son set. Enthrall Lucky. Je ne me demandais pas la traduction, mais en gros, c'est Pignouf qui est sous son contrôle. 2 de manigance, 1 d'attaque avec une petite icône Quick Strike, 3 points de vie, le trait Enthralled. Réponse forcée après que ce sbire vous a attaqué, placez un compteur charme sur la carte enchantement qui est en face de vous, sur votre aire de jeu.
Donc voilà, lui on voit qu'il va arriver, il va attaquer tout de suite si on a un héros, et du coup il va nous enchanter un petit peu plus rapidement. En gros on perd la concentration qu'on a pour résister au charme, parce qu'on doit gérer ce pignouf. Et alors il y a un effet de boost, choisissez soit de placer un compteur charme sur l'enchantement qui est en face de vous, soit d'être désorienté. Donc voilà, 3 points de vie, donc relativement facile à gérer, un petit effet qui va accélérer le moment où on va être enchanté. Également, quand il va arriver, si en étant héros il attaque tout de suite, ça va accélérer le moment où on va être enchanté. Donc on voit que ça combote bien. On ne veut pas trop nous rendre la vie difficile avec des sbires hyper violents, mais par contre ça accélère le moment où on contrôlera un petit peu moins les actions que l'on fait lors de notre tour. Alors là par contre c'est cette fois-ci une brute qui est enchantée et donc arrive avec 1 de manigance, ok, 2 d'attaque, ok, 4 points de vie avec une icône, on va voir ça tout de suite, et elle la garde, elle a les traits brutes et contrôlés. Donc là c'est le pendant du premier qui nous accélère le fait d'être enthralled. Ben celle-ci en fait elle bénéficie du fait que l'on soit enthralled. Donc elle n'est pas trop violente, 1, 2, 4 gardes, ce n'est pas sans nous rappeler finalement les gardes blindés, c'est à peine plus fort. Par contre, une fois qu'on est enchanté, là elle prend des petits bonus qui sont les suivants. Donc tant que le sbire est engagé avec un joueur qui est contrôlé, qui a le trait contrôlé, ce sbire gagne plus 3 points de vie. Et donc là tout de suite on arrive à 7 points de vie, 2 d'attaque, 1 de manigance et le trait garde. Eh bien ça nous ralentit bien et ça ressemble fort finalement au garde blindé de ce cher Clos. Alors un effet de boost, choisissez soit de placer de nouveau un compteur charme sur votre enchantement, soit d'incliner votre identité. Donc on voit qu'on reste dans la même mécanique. Manigance annexe, Spellbound, lien de sort ou lié au sort, enfin soit, mon anglais n'est pas parfait non plus. Une fois vaincu, donc cette manigance, une fois vaincu, chaque joueur dont l'identité a le trait défiant place un compteur charme sur son enchantement, place en face de lui dans sa zone de jeu. Et chaque joueur dont l'identité a le trait enthralled, par contre défausse une carte qu'il contrôle. Donc tant qu'on n'est pas contrôlé, que l'enchantement est en face de nous, eh bien, il va avancer pour justement accélérer une fois de plus ce fait d'être contrôlé. Donc je dirais avec les cartes comme ça, donc, qui ont des effets qu'on peut difficilement contrecarrer, puisqu'ici on va être obligé de venir le vider pour ne pas être vaincu sur la manigance principale, qui est quand même assez faible. On le rappelle qu'au final, bon, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, j'espère qu'il y en a plusieurs, parce que sinon 6, c'est un seuil quand même très bas, c'est difficile de ne pas le franchir. Maintenant ici, comme une fois qu'on est enthralled, on doit placer les jetons enchantement en tant que menace ici à la place, j'ai un doute qu'il n'y ait pas au moins une deuxième, parce que là c'est très compliqué de ne pas perdre à la menace avec un seuil aussi bas. Presque sûr qu'il y en a une deuxième du coup. Donc voilà, il serait temps qu'on voit la carte quand même, l'enchantement où on est méfiant, déviant et non pas contrôlé. Alors, une traîtrise, do my bidding, fait mon souhait. Une fois révélé, si votre identité a le trait défiant, choisissez un. Si votre identité a le trait contrôlé, faites les deux, dans n'importe quel ordre. Donc, cherchez dans le deck de rencontre et la pile de défausse après un sbire et révélez-le. Révéler, donc c'est jamais très sympa ça, moi je préférais mettre le en jeu, donc voilà. Puis mélanger évidemment. Deuxième effet, cherchez dans le deck de rencontre ou la pile de défausse après une manigance annexe et révélez-la, puis mélangez. Donc en gros, cette carte elle va placer soit un sbire, soit une manigance annexe, soit les deux. J'ai envie de dire qu'en fonction du build que vous avez fait, ça peut même vous aider, puisqu'il y a des builds qui aiment bien avoir des sbires ou des manigances annexes en phase 2 pour déclencher un tas de triggers. Toujours est-il que ça nous ralentit bien. Alors, Spell Blast, c'est pas la première carte, je crois, qui s'appelle comme ça.
trahison, traîtrise plutôt. Une fois révélé, si votre identité a le trait défiant, choisissez un. Si votre identité a le trait contrôlé, choisissez les deux dans n'importe quel ordre. Exactement comme la précédente. L'enchantresse va manigancer avec +1 en contre si vous êtes en mode expert, en manigance plutôt. L'enchantresse va attaquer avec +1 en attaque en mode expert. Donc là on voit que ça ressemble très fort à la carte précédente. Dans la construction c'est très bien, c'est cohérent. On n'a que 2 icônes au lieu de 3 par contre. Mais par contre l'activation elle est beaucoup plus violente puisque au lieu d'aller chercher un sbire ou mettre une manigance annexe, on va se prendre une activation du vilain, hein, donc de l'enchantresse, et qui en plus a la bonne idée d'être boosté en mode expert. Ce que j'aime beaucoup, je trouve ça sympa. Il faut savoir évidemment qu'elle-même en mode expert sera déjà boostée, donc c'est un double boost en quelque sorte. C'est pas mal. Ah voilà. La carte d'attachement qui va nous donner le trait défiant ou méfiant, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, qui a donc le trait enchantement, qui est permanent, Hypnotic Gaze, donc regard hypnotique. S'il y a 5 compteurs charme ou plus ici, retirez chaque compteur charme d'ici et retournez cette carte, ce qui est donc un effet permanent, donc dès l'instant où ceci s'avère vrai, hop, on le retourne. Donc du coup je me demande comment c'est possible d'en avoir plus que 5, mais voilà. Donc on voit qu'on va avoir seulement l'occasion de s'en prendre 4 en fait. 4 compteurs qui n'auront pas d'incidence avant de recevoir un 5e ou plus, qui vont faire retourner cette carte-ci, et donc avoir en face de soi des cartes du genre, je me demande si je n'aurais pas été plus vite dans l'autre sens, des cartes comme la transe, ici, qui nous oblige à piocher une carte et à la jouer, sinon, sans quoi on prend un dégât, et la transe de la colère, qui nous fait prendre un dégât indirect, mais qui fait en échange de dégâts à un sbire. Évidemment, s'il n'y a pas de sbire en jeu, vous prenez quand même le dégât indirect et vous n'avez pas le résultat. Ça, c'est toujours la contrepartie. Voilà. Et on revient à l'enchantresse, donc on a fait toutes les cartes de ce premier vilain qui ont été dévoilées. Alors, il est prévu, selon la preview, voilà, d'utiliser ce set annexe de modulaire, donc avec l'enchantresse, donc c'est celui qui est conseillé, voilà le mot que je cherchais. Trickster Magic, donc magie des jeteurs de sorts, dans lequel on va se retrouver avec pas mal de sbires qui sont quand même assez costauds, mais qui, une fois vaincus, donc toujours dans cette idée de difficulté pour avoir un gain après, vont nous permettre de les avoir comme alliés ensuite. Donc l'Absorbing Man, l'homme absorbant qui a 2 de manigance, 1 d'attaque avec une icône, qui avait très brut, élite et contrôlé, 7 points de vie, il la garde. Victory 1, donc une fois que vous l'avez vaincu, celui-ci va dans la pile de victoire. Et quand Absorbing Man est engagé avec vous, il reçoit plus X attaque ou X, et le coût imprimé de la carte ayant le plus haut coût que vous contrôlez. Donc si vous avez un manoir, bim, qui coûte 4, manoir évidemment pas des X-Men, hein, manoir des Avengers, il va gagner 4 en force, donc il tapera à 5 le coco, ce qui est quand même violent. Par contre, une fois vaincu, le joueur donc, qui a vaincu ce sbire, mais en jeu, l'allié Absorbing Man qui était mis de côté, et qui est relié donc à cette carte-ci, en jeu sous son contrôle, donc j'imagine que c'est la suivante, non, on va faire ça un peu dans l'ordre. Et voici donc ce que vous pouvez recevoir. Donc elle a un coût de 3, je ne sais pas si c'est vraiment utile, on verra plus tard. Absorbing Man, donc avec son, pour une fois on a son nom, Carl Grill, il était temps, parce que je ne me rappelais absolument pas de son nom malgré toutes les cartes sur lui qu'on avait déjà eues. Il a donc un de contre, avec une petite icône moyennant. Donc 2 icônes de dégâts consécutifs. Pareil avec son attaque.
Alors on voit qu'elle a le trait défiant, donc comme nous, hein, méfiant. Et alors c'est une carte avec le mot-clé Linked, Absorbing Man, Sbire, donc celle qu'on doit mettre dans la pile de victoire une fois qu'on l'a vaincue et qui nous permet de mettre celle-ci en jeu. On voit qu'elle a également le mot-clé Victory, donc une fois qu'elle est vaincue, elle va dans la pile de victoire également. Elle ne compte pas dans le nombre d'alliés, ok. Et elle a une interruption quand Absorbing Man attaque ou contre, incliner une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Absorbing Man gagne plus X à ce pouvoir-là en particulier. Pour cette utilisation, où X est égal au coût donc de la carte imprimée, de la carte que l'on vient d'incliner, et avec un maximum de 3. Donc voilà, ça peut quand même être assez solide, ça permet d'utiliser des soutiens qui normalement ne s'inclinent pas d'ailleurs. Bon, c'est un peu bête avec certains qui coûtent presque rien, comme le Triskelion de nouveau, qui ne coûte que 1, mais enfin, ça permet quand même d'utiliser la carte au coût de 1 pour booster de 1 ce personnage-ci, qui de toute façon est arrivé gratuitement, sans que ça nous coûte rien en échange du coup, puisque de toute façon il ne s'incline pas pour un effet. Donc voilà, pourquoi pas. Et une icône évidemment libre. Donc évidemment, dans quel cas de figure n'ira-t-il pas dans la pile de victoire? Eh bien, si on fait en sorte de ne pas le vaincre, mais de le défausser pour un effet de carte, il ira effectivement dans la défausse plutôt que d'aller dans la pile de victoire, puisqu'il n'aura pas été vaincu par des points de dégâts. Et donc on pourra le rejouer ou l'avoir pour son icône libre dans son deck. Alors, donc ça c'est le seul exemple qui a été donné par rapport aux alliés qu'on pourra recevoir en vainquant les sbires. Voici les différents autres sbires qui arrivent. Donc Titania, qu'on avait déjà vu, si je ne dis pas de bêtises, avec She-Hulk comme Nemesis, qui arrive avec 1 de manigance, 3 d'attaque, une icône. Elle est brute, élite, contrôlée, elle a 8 points de vie, elle est steady, donc il faut 2 fois une carte d'état pour réussir à la bloquer. Victory 1, donc elle nous rapporte 1 point de victoire, trop cool. Et surtout une fois qu'on l'a battue, elle va dans la pile de victoire et on aura donc when defeated, le joueur donc qui l'a vaincu va chercher le sbire qui lui est relié et le met en jeu sous son contrôle. Même chose donc. Et alors Titania gagne overkill, enfin ses attaques gagnent overkill, donc débordement. Et j'imagine qu'on aura un allié qui aura plus ou moins le même pouvoir, puisque comme on l'a vu avec le Mabsorbant, ça fonctionnait un peu de la même façon. Whirlwind, qu'on a déjà vu aussi. Donc ça c'est quoi encore Whirlwind en anglais? En français plutôt c'est le truc qu'il a ici, Cyclone je crois. Donc 2 de manigance, 1 d'attaque avec une icône, 6 points de vie, élite contrôlée comme trait, quick strike de nouveau, victory 1 parce que c'est le même principe avec la réponse forcée que une fois vaincu que tous les autres. Et alors lui il a une réponse forcée après que Whirlwind vous a attaqué, prenez un dégât indirect pour chaque manigance annexe en jeu. Ouais, donc si on nettoie bien les manigances annexes, au final c'est jamais qu'un 2, un 6. C'est le moins pire qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Le suivant, Zax, qui avait eu son propre set modulaire avec les champions, me semble-t-il. Donc avec les héros champions qui venaient avec des sets modulaires, il me semble qu'il était dedans dans mon souvenir. Alors, ce sbire arrive avec 1 de manigance, 2 d'attaque, toujours les mêmes traits, élite et contrôlé, 6 points de vie. Lui, il a Retaliate, donc c'est pas vengeance, c'est le même pouvoir que le Black Panther de base, dont j'ai oublié le nom maintenant en français. Vous m'excuserez, alors que le but c'est quand même de vous le traduire. Enfin bref, à chaque fois qu'il va être attaqué, si à la fin de l'attaque qu'il a reçue, il n'est pas mort, eh bien il fera 1 point de dégâts à celui qui l'a attaqué. C'est ça que ça veut dire. Une fois vaincu, comme d'habitude, donc on va le mettre dans la pile de victoire, on va prendre l'allié qui lui est relié et qui a le même nom et on le met en jeu sous le contrôle de celui qui l'a vaincu. Et alors il a une fois révélé, défausser les 4 cartes
du haut de votre deck, et pour chaque icône imprimée d'énergie, vous prenez un dégât indirect, ce qui ressemble finalement très fort à sa version de son set modulaire. Alors, une manigance annexe, le tango des jeteurs de sorts. Le vilain gagne Stalwart. Donc, il ne peut pas être ni sonné, ni confus, ni désorienté. Stalwart en français, c'est quoi déjà? C'est robuste. Donc on voit que cette carte arrive avec 4 menaces, et que c'est fixe, donc c'est que 4 d'office, même si on joue à 4. Il y a 2 icônes d'accélération, donc ça c'est une crasse. Et alors il y a un effet de boost, si l'activation qui utilise le boost est une attaque, elle gagne déferlement. Ça par contre ça peut être une saloperie, quand on a l'habitude de bloquer avec juste un petit allié à qui il ne reste plus qu'un point de vie. Seulement il n'y a qu'une seule icône de boost, donc en gros ça fera un +1 et overkill. Et voilà, pas trop méchant. Alors, triangle amoureux, attachement, qui a le trait condition attaché à un allié que vous contrôlez, sinon cette carte gagne renfort. L'allié attaché ne peut pas attaquer le vilain ou défendre contre les attaques du vilain, donc en gros il est amoureux du vilain quoi. Action d'alter ego, incliner l'allié attaché et dépenser une ressource d'intelligence, ce qui est logique, hein, il lui faut un tour pour se ressaisir et utiliser sa volonté, son intelligence pour se ressaisir, donc pour défausser cette carte. Vraiment très bien au niveau thématique. Pas trop violent non plus, puisque bon, il faut aller en alter ego pour pouvoir réutiliser l'allié. Mais il n'y a que en gros cet allié qui est rendu inutilisable, ce n'est pas aussi violent que d'autres cartes qu'on a déjà eues. Et quand on retourne en alter ego, on peut en profiter pour juste payer une ressource mentale et le récupérer. Ma foi, pourquoi pas. Et on en revient à Absorbing Man, que j'ai déjà vu en allié. Donc le set modulaire ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes, il y a 11 cartes dans ce set, mais on a déjà 4 cartes, évidemment, des alliés, 4 cartes de sbires, ça nous fait 8, 8 avec celle-ci, 9, 10 avec celle-ci, et donc en gros il nous en reste qu'une, qui à mon avis, il y a beaucoup de chance. Il faudrait voir les choses, les numéros imprimés, mais je vous avoue que je m'attache moins à ça que quand c'est une carte de héros pour savoir comment le héros va fonctionner, mais j'imagine qu'on va avoir 2 fois celle-ci, ça ne serait pas étonnant. Alors, on passe au set de vilains suivant, le dieu des mensonges, Loki. Alors là, accrochez-vous, ça va être... Il va falloir s'accrocher à son slip, parce que... Pour vous faire un petit résumé, on sent bien que c'est un set qui a été créé pour les événements de la Gen Con habituelle, qui donc se joue très souvent à plusieurs tables en même temps, ce qui signifie qu'on va avoir un seul méchant pour en fait la rencontre, pour la pièce, pour tous les joueurs que voici, et qui donc n'a pas de manigance, n'a pas d'attaque, parce que c'est pas lui il est sur une table à part, il va pas s'occuper de vous, réellement. Et donc il a le trait Asgard, le trait mystique, et on voit que quand Loki, God of Lies, a 10 ou moins points de vie restants par joueur, donc au total, le nombre de joueurs existants dans la pièce, eh bien on va retourner Loki, dieu des mensonges. Et il arrive avec 20 points de vie par joueur. Donc s'il y a une centaine de personnes jouant dans la pièce, eh bien le coco ici va avoir en fait 2000 points de vie. Et quand il arrivera à 1000 points de vie, il deviendra un petit peu plus fort parce qu'on va le flipper. Voici donc sa phase numéro 2. Une fois révélé, chaque groupe qui joue en standard attache l'intense concentration à l'avatar de Loki qui est en jeu avec eux, donc on va voir tout de suite après, dans leur aire de jeu donc.
Chaque groupe qui joue en expert va flipper cette carte intense concentration pour avoir la concentration totale qu'il va donc attacher de nouveau au Loki à la représentation de Loki qu'il a sur sa carte. Si Loki, le dieu des mensonges, est vaincu, tous les joueurs dans tous les groupes gagnent la partie. Et il arrive avec 20 points de vie par joueur. Donc vous allez me dire, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'ici il y a 20 points de vie inclinés et ici 20 points de vie inclinés. Là il faudrait évidemment que je me renseigne parce que je ne suis plus trop sûr, mais comme la carte ne quitte pas le jeu, il me semble qu'elle garde les compteurs qui sont sur elle, et donc elle garde également les compteurs de dégâts. Ce qui signifie qu'en fait ses points de vie n'ont pas changé. Il a encore, dans l'exemple que j'avais donné précédemment, s'il a 2000 points de vie, à 1000 points de vie il se retourne, eh bien il a encore donc 1000 dégâts sur lui par rapport à ses 2000 points de vie totaux qu'il a, donc il faut encore lui enlever 1000 points de vie. On précise qu'évidemment c'est prévu pour être joué en multijoueur, en multitable même, mais rien n'empêche finalement de le jouer en solo. C'est juste beaucoup de manipulation pour pas grand chose, mais c'est faisable. Comme c'est d'ailleurs faisable de le jouer en solo avec chacun de vos héros qui est dans un groupe séparé. Si vous êtes tous des asociaux qui avez envie de jouer une fois ensemble mais sans vous parler, vous pouvez très bien avoir tout le monde dans une salle qui joue tout seul de son côté, mais avec comme but de vaincre le God of Lies ici présent. Donc voilà, il y a plein de cas de figure possibles qui peuvent être marrants. Maintenant, à mon avis, il va aussi y avoir des problèmes, notamment au niveau du timing qui vont se poser, parce que chaque joueur joue de son côté, et donc quand des effets vont influencer le Loki God of Lies, évidemment, quelqu'un qui joue très vite va l'influencer beaucoup plus que quelqu'un qui joue vraiment à son aise, qui réfléchit à chacun de ses coups, et qui finalement ne va pas avoir d'influence ici. Si ça se trouve, les autres l'auront vaincu avant même que lui n'ait réussi à le vaincre une première fois ou être vaincu une première fois. Alors, voici la carte que chacun des groupes va avoir en face de lui, qui est donc une représentation disparaissante. Si je dois traduire le truc de façon plus ou moins littérale, donc Fading Figment, qui n'a donc pas de manigance, pas d'attaque, qui a le trait illusion, une fois révélé, Shatter the Illusion, donc exploser l'illusion ou détruire l'illusion. Pour ça il faut voir la carte mise de côté qui a le même nom. Choisissez un groupe dans votre aire de jeu, pas dans votre aire de jeu, dans votre là où vous jouez, donc dans votre local, et placez des compteurs de synergie sur leur environnement mis en jeu, donc Friend Environment, donc il y a donc quelque chose qui va leur donner un bonus, hein, donc vous allez aider les autres groupes qui ont du mal quand vous réussissez à avancer dans le jeu, évidemment égal au nombre de joueurs dans ce groupe-là. Donc si vous jouez tout seul et que vous réussissez à passer par ici, vous allez mettre dans le groupe qui joue à 4 compteurs, un groupe qui joue à 3 compteurs, et ainsi de suite. Alors évidemment, ici c'est la phase numéro 2, parce que la phase qui nous intéresse, ou une des phases qui nous intéresse, c'est plutôt ces phases-ci, qui est réellement le vilain que vous allez avoir en face de vous. Il y en a 5 différents. Donc évidemment, j'ai dit tout à l'heure que c'était prévu pour jouer avec des pods, donc des tables allant autant de tables qu'on veut, mais en fait c'est limité à 4 tables. Pourquoi? Parce qu'on va tirer un Loki au hasard, et vous allez le voir après, mais quand on vainc son Loki, en fait on va devoir prendre un Loki qui est mis au hasard à côté du Loki God of Lies qui est en train de dormir, pour le remplacer par celui-ci. Pour remplacer celui-ci plutôt. Et donc se retrouver avec un nouveau personnage en face de nous et faire avancer le schmilblick, mais donc il faut qu'il y en ait au moins un de libre, donc on peut jouer à maximum 4 tables. Tout ce que j'ai dit n'est pas très clair, mais je vais continuer dans ce sens pour que vous voyez un petit peu.
Donc, celui-ci, ce vilain-ci, qui est le C1, a 2 de manigance, 1 d'attaque, c'est un avatar de Loki. Il a une réponse forcée après que vous avez résolu une traîtrise, donc les cartes traîtrises du deck de rencontre. Infligez un dégât à votre identité et un dégât à un allié que vous contrôlez. Interruption forcée, quand ce vilain devrait être vaincu, placez 5 compteurs détruits ou explosion, je ne sais plus exactement, fissurés. C'est peut-être bien fissuré là, je crois que, enfin je sais plus. Donc par joueur sur lui. Et flipper cette carte à la place de le vaincre donc. Et donc, on en arrive à cette phase-ci qui, elle, par contre, est la même pour tous les Loki, où ça nous dit, ben voilà, il faut faire ce qu'il y a sur la Shattered Illusion. Donc ça, c'est une carte que l'on retrouve. Donc là, ça, ce sont les autres. Hop, voilà. Ça, c'est une carte qui est mise de côté et qui explique comment ça fonctionne. Donc, quand une carte Fading Figment, donc un des Loki qui a été retourné et révélé, suivez les étapes de Shatter Loki's Illusion, donc de destruction de l'illusion Loki, dans l'ordre. 1. Retirer chaque compteur Shatter, donc destruction, et qui sont sur le Fading Figment, sur votre Loki retourné. Ensuite, infliger un nombre de dégâts à Loki, dieu des mensonges, voilà comment on réussit à le vaincre, égale au nombre de compteurs destruction qui ont été retirés de cette façon. Donc évidemment, plus vous jouez nombreux à une table, plus il est difficile à vaincre, plus vous devez mettre des compteurs destruction dessus, plus quand vous aurez réussi à le vaincre, parce qu'il y a beaucoup plus de points de vie aussi, plus quand vous aurez réussi à le vaincre, vous pourrez mettre des compteurs Shatter, si je ne dis pas de bêtises, sur le Loki God of Lies, qui est planqué sur une table quelque part tout seul dans votre local de jeu. Ensuite, échangez votre Fading Figment, donc qui vient d'être vaincu, avec un vilain mis de côté de façon aléatoire, donc un autre avatar de Loki, que vous mettez side face up, donc face visible. Ensuite, remettez son nombre de points de vie à hauteur de celui de l'avatar de Loki que vous venez de retourner. Et en troisième chose, donc vous infligez un nombre de cartes de rencontre à chaque joueur de cette table qui vient de le vaincre. Donc c'est très compliqué tout ça. Ça pour dire que vous avez un Loki, comme ça ici. Quand vous le vainquez, vous placez 5 compteurs destruction sur lui par joueur. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous allez en mettre beaucoup. Puis vous arrivez ici. Vous allez retirer les compteurs, les mettre sur le Loki dieu des mensonges. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous donnez des points de vie à ce Loki dieu des mensonges, mais plus vous êtes nombreux, et plus quand vous vainquez votre vilain personnel de votre table, vous allez mettre des dégâts sur lui aussi. Donc tout ça est assez proportionnel. Ensuite, vous vous débarrassez de celui-ci que vous remettez de l'autre côté, vous piochez au hasard un des Loki face visible, et vous le mettez chez vous, et vous mettez ses points de vie à hauteur des points de vie qui sont ici. Et ensuite, vous vous mettez une carte de rencontre face cachée aux joueurs de cette table. Voilà le principe. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder tous les différents Loki qui existent. Donc Loki le mécréant, qui a enfin Miscreant, je dis ça, mais en fait je ne sais même pas si c'est la traduction, mais bon, soit. 1 de manigance, 2 d'attaque, réponse forcée. Après que vous avez résolu une traîtrise, placez une menace sur la manigance principale et une menace sur une manigance annexe. Il a 15 points de vie par joueur également. Et le système quand on le bat est le même. Ensuite, Loki de Rascal. Alors, 1 de manigance, 1 d'attaque, mais à chaque fois avec une icône cette fois-ci. Interruption forcée après que vous avez résolu une carte de boost durant l'activation de Loki le Racal. Si cette carte est une traîtrise, soit infligez-vous une carte de rencontre face cachée ou dépensez une ressource de n'importe quel type. Ok, donc lui, à chaque fois qu'il vous attaque ou qu'il manigance, vous prenez une carte de rencontre supplémentaire à moins de perdre une ressource. Je pense que la plupart du temps, on va vouloir payer la ressource. Sinon, c'est le même principe pour l'interruption forcée quand on le bat.
et il arrive également à 15 points de vie. Je ne l'ai pas dit, mais on voit qu'il y a également 34 cartes dans le set de rencontre. Ce qui est quand même beaucoup. Tiens, ça me fait penser à une chose. Il parle d'un set qui arrive avec plus ou moins 70 cartes, mais du coup, si ça arrive avec 70 cartes, ici on voit qu'on en a 32. Là on en a 11, donc 32 plus 11, on est à 43. 43 plus 34, on est à 77. Donc quand il parlait d'un set de 70, à mon avis j'ai mal lu. Ce n'est pas grave, on continue. Donc j'étais à ce Loki-ci, je crois. Ouais, c'est ça. Loki the Witch. Je ne sais plus la traduction non plus. Un de manigance, un d'attaque, toujours 15 points de vie, avatar de Loki, interruption forcée. Quand Loki, le Wretch, donc lui-même, s'active contre vous, défaussez la carte du haut du deck de rencontre. Si c'est une traîtrise qui a été défaussée de cette façon, Loki gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour cette activation. C'est pas le plus violent parce qu'en gros on défausse une carte et ça va lui donner l'équivalent d'une icône de boost supplémentaire si c'était une trahison, une traîtrise. Voilà. Alors, la main scheme, donc la manigance principale qui a un seuil de 8 par joueur, donc à cette table-là évidemment. Interruption forcée, quand cette manigance devrait être complétée, finie, retirez toutes les manigances ici à la place, donc on ne perd pas en fait, mais mettez une manigance sur Worlds Collide Instead, qu'on va voir après, mais qui en gros est la manigance principale de toutes les tables, et qui quand elle va recevoir un certain nombre de compteurs sur elle, un certain nombre de menaces, va faire perdre l'entièreté des joueurs. Donc si vous avez envie de saboter le plaisir de tout le monde, en gros vous laissez monter cette caisse. Ça aussi c'est un des défauts du jeu. Si vous avez vraiment envie de faire chier, vous venez jouer tout seul. Vous laissez manigancer le vilain comme un porc. Et à chaque tour il dépasse ici, il passe la manigance. Et vous allez mettre un compteur sur le Loki principal. Et vous faites perdre très vite la... Enfin bref, je ne vais pas vous donner de mauvaises idées, mais voilà. Interruption forcée, quand une identité devrait être vaincue, changez là sous sa forme d'alter ego, placez son nombre de points de vie à 1, placez une menace sur Worlds Collide Instead, donc de nouveau, quand ceci arrive à son seuil, la manigance de la principale de la pièce augmente, et quand un des héros meurt, la manigance principale augmente également. De la table, pas de la table, justement de la pièce. La voici, Worlds Collide. Alors ici, c'est là que c'est intéressant, on voit qu'il y a une nouvelle petite icône qui signifie non pas par joueur, mais par groupe. Donc chaque icône comme ceci, sur Loki, dieu des mensonges, représente le nombre total de joueurs dans la zone de jeu. Donc si on a 4 groupes formés de 4 joueurs, on est 16, normalement maximum, eh bien ça peut monter à 16 sur le Loki. Par contre, ici c'est le nombre de groupes. Donc pour chaque icône de groupe sur cette manigance annexe, donc le nombre... Ah non, pardon. Chaque icône comme ceci, donc avec équivalente à celle-ci, représente le nombre total de groupes. Donc c'est exactement ce que je venais de dire. Aucune carte ne peut avoir d'effet sur cette manigance-ci ou sur Loki, dieu des mensonges. Ils sont hors jeu en fait pour tout le monde, si ce n'est par des cartes qui expressément disent qu'ils ont une interaction avec ces deux cartes là. Si cette manigance-ci arrive à son seuil, les joueurs perdent la partie, ce qui veut dire qu'on a 2 par groupe. Donc dès l'instant où le nombre de groupes où on a un nombre de manigances principales dont le seuil a été atteint, ou de joueurs qui ont été vaincus en tant que héros et remis en alter ego avec un point de vie, par groupe de 2. Donc par exemple si on joue à 4 groupes, on ne peut pas avoir 8 jetons qui viennent ici,
Donc 8 fois une manigance principale dont le seuil est passé aux 8 fois un héros qui est vaincu, et toutes les tables perdent en même temps. Donc il y a quand même moyen franchement de foutre la misère aux autres joueurs des autres tables si on joue comme des pieds. Et donc on voit que Loki arrive avec 10 par joueur, donc il peut arriver avec maximum... pardon, oui c'est ça, avec 20 par joueur. Donc il peut arriver avec 20 x 16 maximum, donc avec 320 points de vie maximum, et dès qu'il arrive à 160, hop, on le passe sous sa forme numéro 2. Et bien voilà, j'ai essayé d'expliquer ça brièvement en vous traduisant. Ici, il n'y a pas vraiment d'idée de stratégie, c'est plus vraiment pour vous faire tenter de vous faire un peu la traduction pour que vous compreniez, pour ceux qui ne speak pas du tout anglish. On voit, est-ce qu'on a d'autres cartes qui ont été révélées? Non, on voit juste ici comment ça se joue. Donc le Loki qui est sur une table à part, Dieu des mensonges, et puis chacune des représentations de Loki qui vient sur une des tables. On voit ici que les graphismes, je trouve, sont quand même assez somptueux. Moi, j'aime beaucoup ce type de graphisme. J'aime beaucoup ça. Voilà, ici on voit qu'on a des cartes, par contre, qui, il me semble, n'ont pas été dévoilées. Donc, Cinder. Vu que les couleurs sont les mêmes, on ne sait pas si elle fait partie d'un set ou de l'autre. On voit qu'elle arrive avec 1 de contre, 1 de manigance, pardon, 4 d'attaque, une icône et 6 points de vie, mais on n'en saura pas plus. Ah oui, on a les cartes de focus ici, il me semblait pourtant que je les avais vues. C'est vrai qu'on en a parlé, et... Ah si, elles sont ici. Ah oui, d'accord, ok. Non, je dis des bêtises, j'ai pas encore fait le tour, en fait, des cartes dont je voulais vous parler. Un peu à la masse, hein. Donc voici la carte d'intense concentration quand le Loki, Dieu des mensonges, arrive à la moitié de ses points de vie. C'est donc un permanent qui arrive sur les tables des joueurs, qui va donner plus 1 de contre et plus 1 d'attaque au Loki qui est en face de vous, l'avatar de Loki. Il va également gagner plus 2 points de vie par joueur, et steady. Donc steady, c'est solide, qui veut dire qu'il doit avoir 2 cartes d'état pour que ça fonctionne sur lui. Une fois révélé, en mode standard, défaussé, standard mode discard de top 2 cards par joueur. Ouais, défausser donc en standard les 2 cartes du haut du deck de rencontre par joueur, et les 5 cartes du haut du deck de chaque joueur. Ok. Ça c'est une fois révélé. Donc ceci va avoir lieu avant d'avoir l'effet de l'autre carte qui dit que si vous jouez en expert, vous devez la retourner. Et quand vous la retournez, c'est le total focus qui, au lieu de lui donner 2 points de vue en plus, va lui donner 3 points de vue en plus. Toujours steady, donc là pour l'instant tout ce qui change, c'est qu'il a 1 point de vue en plus par joueur. Un de manigance, un d'attaque, ça reste la même chose. Et une fois révélé, défausser 2 cartes du haut du deck de rencontre. Discard the top 2 cards par joueur de Encounter deck and the top 5 cards of each player deck. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est exactement le même effet, sauf qu'on l'aura déjà fait une première fois, donc on le fait une deuxième fois. Et en plus, on va devoir aller trouver le sceptre sombre et le révéler. Si le sceptre sombre n'est pas rentré en jeu de cette manière, donnez à Loki une carte de statut de tenace. Donc c'est s'il est déjà en jeu, évidemment. Ce fameux sceptre, qu'est-ce que ça lui donne? Donc on attache Loki, l'avatar de Loki de notre table. Il va gagner Stalwart, donc ça c'est robuste. Donc cette fois-ci, il ne peut pas avoir de carte d'effet sur lui, et d'état, et s'il en a, elles sont défaussées. Les traîtrises ne peuvent pas être cancelled, donc contrées. Réponse de héros, après que vous avez résolu une traîtrise, dépensez 2 ressources du même type pour défausser cette carte, ça lui donne nativement un plus 1 d'attaque. Donc on ne pourra pas justement empêcher les cartes de traîtrise, donc la première qui va arriver, on va payer 2 ressources pour s'en débarrasser et récupérer, enlever le plus 1 d'attaque qu'il a sur lui, et surtout faire en sorte qu'on puisse quand même de nouveau utiliser des cartes d'état
sur sa tête, surtout si on joue en standard et qui n'a pas le trait solide. Alors, on a un sbire Grendel, donc il vient de la mythologie nordique, hein, qui est un espèce de troll que ce héros a été vaincre pour devenir roi, mais je ne sais plus son nom. Enfin, soit est aussi le nom d'un groupe de musique au passage, qui fait du techno-goth, si jamais ça vous intéresse. C'est plutôt sympa, c'est un peu comme le Rob Zombie, c'est pas mal du tout comme musique. Pour ceux qui aiment évidemment. Alors, ce style. Donc c'est un sbire qui a 1, 2 manigance, 1 d'attaque avec une icône, il a garde, 6 points de vie, il est brut et Dark Elf. Tiens, Dark Elf, enfin. Ça fait plaisir qu'on en voit enfin. Interruption forcée, quand Grendel attaque, défaussez les 3 cartes du haut du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise défaussée de cette façon, Grendel gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque. Donc là on voit qu'il y a quand même un peu une... comment dire, une façon de jouer, elle est une... Ouh là là, je suis cassé, je vous cache pas que c'est l'heure du midi et que je crève la dalle. Du coup je perds un peu mes moyens, mais en gros c'est une façon de faire défausser plus vite le deck tout en donnant des bonus et en mettant des jetons d'accélération plus rapidement, et ce n'est pas la seule carte de ce set qui a cet effet là. Donc c'est une mécanique, voilà, c'est le mot que je cherchais. On dirait qu'il y a une petite mécanique d'accélération de défausse tout en boostant les personnages qui est en place dans le set de Loki. Une fois vaincu, placez 3 compteurs destruction ou détruits ou fissurés sur l'avatar de Loki de votre table. Donc difficile à battre, mais une fois que vous l'avez vaincu, vous mettez quand même des compteurs destruction sur lui, donc ça accélère la rapidité à laquelle vous allez le vaincre. Donc c'est un drôle de garde parce que finalement vous faites des dégâts sur lui et sur l'autre en même temps. C'est bizarre. Malekith, le roi des elfes sombres. Bah oui, lui il mériterait en fait son set de rencontres où il est le vilain à lui tout seul, donc voilà, pourquoi pas, mais... Ce sbire a donc 2 de manigance, 2 d'attaque avec une icône, il est Dark Elf bien évidemment, il a Ritalier étoile, donc c'est riposte, voilà, j'avais oublié le mot tantôt, mais c'est riposte 1. Réponse forcée après que Malekith vous a attaqué, défaussez des cartes du deck de rencontre. La carte du haut du deck de rencontre, si cette carte est une traîtrise, cette fois-ci ça ne le booste pas, mais vous la donnez à vous-même comme carte de rencontre face cachée. Alors ça, voilà, ça reste dans le même type de mécanique, de nouveau où on défausse des cartes pour accélérer donc l'arrivée de jetons d'accélération. Mais par contre, si c'est une traîtrise, ça vous fait un effet négatif en plus. Alors, une fois vaincu, placez 2 compteurs fissurés sur l'avatar de Loki. Donc de nouveau, une sale bête difficile à vaincre, qu'on a comme malgré tout envie de vaincre vite vu son effet. Et une fois que vous l'avez vaincu, vous mettez de la même façon que si vous aviez vaincu un Loki, des jetons sur le Loki. Donc, quelque part, on aura envie de s'en débarrasser le plus vite possible à table. Alors, Lofty Goals. Je dirais la recherche de confort, mais je ne suis pas sûr. Un but de confort, un truc comme ça, enfin soit. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se trimballe avec le marteau, donc il est wordy, hein, ça c'est génial. Donc c'est une manigance annexe qui arrive avec 5 menaces sur elle et qui a un nombre de manigances fixe. Une fois vaincu, placez 2 compteurs fissurés sur le Loki, donc c'est de nouveau une façon d'avancer plus vite la destruction du Loki. Une icône d'accélération, donc de nouveau on a envie de s'en débarrasser très vite. Ça c'est une façon d'avancer dans la game pour les joueurs qui sont de meilleurs contreurs, plutôt que d'aller taper sur le Loki pour lui donner des compteurs, eh bien vous allez... D'où le fait qu'on peut en avoir plus que 5 sur lui, donc c'est peut-être intéressant avant de le vaincre de faire tous ces effets-là. Parce que ce n'est qu'une fois que vous l'avez vaincu. Je ne sais plus, tiens, j'ai un doute. C'est un effet de remplacement une fois qu'on l'a vaincu. Hein. C'est ça. Une fois que ce vilain devrait être vaincu, placez 5 compteurs par joueur fissurés sur lui et retournez cette carte. Donc il y a moyen de mettre un maximum de compteurs sur lui,
avant de le vaincre, au moyen de ces cartes-ci, pour dire qu'on va faire un maximum de dégâts sur le Loki Dieu des mensonges, sans devoir aller rechercher un nouveau Loki. Donc si on en a un qu'on a en face de nous qui ne nous gêne pas de trop, il vaut mieux ne pas le vaincre et faire tourner le deck en quelque sorte et vaincre ce genre de cartes-ci. Donc ce genre de cartes-ci qui vont mettre des compteurs dessus un maximum avant de le vaincre pour aller plus vite. Voilà, voici les environnements que l'on peut avoir en face de soi et qui sont censés nous aider. Donc, force dominante de domination. Environnement qui est permanente, qui a le trait synergie, donc c'est les cartes que l'on va booster chez les tables des amis quand nous on va vaincre un Loki. Maximum un compteur synergie par joueur dessus. Donc dès que quelqu'un vient vous le remplir, vous avez intérêt à les utiliser parce que si quelqu'un d'autre veut venir vous le remplir et qu'il n'est pas vide, eh bien vous allez en perdre puisque vous ne pouvez pas mettre plus que le nombre de joueurs sur table. Interruption quand un personnage ami attaque, j'ai du mal à lire, désolé les amis, donc when a friendly characters attack, retirez un compteur synergie d'ici, et en réponse, cette attaque inflige 4 dégâts additionnels. Donc ça c'est assez génial. Parce que bon, c'est quand même gratuit quoi, donc une attaque à plus 4, c'est quand même assez violent. Autre environnement que l'on pourra avoir, front uni, donc je ne sais pas si on va en avoir plusieurs différentes ou plusieurs fois les mêmes et qu'on peut choisir ce qu'on va avoir en face de nous pour booster notre table. À mon avis, c'est tiré aléatoirement et il y en aura 4 ou 5 différents de nouveau. Donc front uni, qui est donc un environnement synergie permanent, c'est exactement la même chose, avec des compteurs synergie dessus égal maximum à 1 par joueur sur cette table. Et cette fois-ci, au lieu d'être des boosts d'attaque, ce seront des ressources, donc retirer un compteur pour générer 2 ressources libres. Violent aussi, et on en revient à l'intense concentration qu'on avait déjà vue. Donc cette fois-ci j'ai fait le tour, cette fois-ci je n'ai rien oublié. Sauf donc Cinder que l'on a ici, qui je pense est aussi une Dark Elf, donc à mon avis elle devrait aussi être dedans, maintenant qu'on a vu qu'il y avait des Dark Elves dans son set, des elfes noirs. À mon avis c'est avec Loki, et je crois qu'on a fait le tour. Je vais juste une fois aller voir, parce que j'oublie souvent de vérifier et de regarder ça, mais très souvent on nous met l'arrière de la box, et justement ici on ne l'a pas. Eh bien voilà, j'en profite que je suis ici pour donc rappeler que cette sortie est prévue pour août 2025. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes hypé ou pas. Moi je vous avoue que pour une fois je suis un peu mitigé parce que je trouve les cartes très belles. Je suis très content d'avoir ces 2 personnages comme vilains propres pour pouvoir lutter contre eux sans devoir se taper, notamment le gantelet d'infinité qui rend le truc, je ne vais pas dire imbuvable, mais quand même très compliqué. J'ai l'impression que la difficulté ne doit pas être exagérée, ça doit être vraiment une difficulté à la Gen Con pour permettre justement de plus s'amuser, de passer une bonne journée en ayant des decks pas forcément synergiques avec justement les autres joueurs qui seront à table. Par contre, si c'est le cas, si vous n'avez qu'une bande de potes, vous pouvez jouer en expert, et là la difficulté augmente drastiquement puisque beaucoup de cartes ont un mode d'augmentation expert, en plus des cartes experts qui se rajoutent, en plus du vilain qui est en mode expert aussi. Donc le gap de difficulté va être beaucoup plus grand que d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc au niveau graphisme, j'ai dit, je trouve ça génial, mais par contre ici, ben voilà, la mécanique n'est pas sans nous rappeler celle des Bonimo qui avait pas des enchantements, mais des sorts qui étaient en face de vous et qui se vidaient à chaque activation contre vous et qui faisait un effet une fois vidé. Eh bien ici c'est un peu le même principe, sauf que c'est un peu le même principe mais revisité, probablement en mieux, donc ça c'est comme l'avantage, c'est qu'on va vers du mieux. Mais sinon c'est quand même le même principe je trouve. Donc c'est pas vraiment innovant. Et alors, bon, le set de rencontre ici, lui, on voit que ce sont tous des gros bœufs bien compliqués. Donc des bras droits du boss, pour ceux qui ont été voir ma vidéo, que d'ailleurs il faudrait que je continue sur les sets modulaires. Sont tous des balaises, mais par contre, une fois vaincus, ils sont partis, il n'y a pas de moyen d'aller les chercher. Et ils vous donnent un gros bonus, une fois vaincus, donc voilà. Et alors on en arrive à Loki, donc dieu des mensonges, qui peut être joué seul.
qui peut être joué en multi, qui peut être joué en solo, qui peut être joué en solo double table. Donc si vraiment ça vous amuse, vous pouvez même jouer 4 héros ou 2 tables avec 2 héros. Enfin, vous faites comme vous voulez. Il y a vraiment moyen de mixer ça dans tous les sens. Ça peut être marrant d'essayer, que ce soit pour le solo ou les multitables. Donc ça. Donc à l'instar, j'ai envie de dire, des Wrecking Crew pas des Wrecking Crew, pardon, de Kang, où on voyait bien que la mécanique à un moment donné, c'était de vous séparer tous, vous mettre chacun sur une table pour vous réunir ensuite, qui ne pouvait être joué, pour ainsi dire, enfin qu'il y avait plus de peps joués en table multi. Bah, c'est un petit peu pareil ici. Et on voit que c'est vraiment fait pour une Gen Con avec plein de joueurs à une même table. Avantage aussi, c'est que voilà, ah ouais, non, peut-être pas. J'allais dire, vous achetez ce set, vous pouvez jouer à 16, donc c'est bon marché finalement pour plein de joueurs, mais en fait non, parce que vous n'aurez quand même que vous aurez le set ici. Ça, c'est une bonne question, ça, mais vous n'aurez que le set de rencontre pour une seule table au final. Donc vous devrez quand même avoir 4 fois le pack acheté, mais vous n'utiliserez qu'une seule fois cette carte double face ici, Loki God of Lies, et bon, c'est pas trop cher payé non plus, hein. C'est une carte perdue, on va dire, et encore. Et le World Collide qui est ici. Donc voilà, c'est pas trop grave. Bah voilà, donc la traduction elle est faite. Au niveau du hype, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est le premier pack depuis le tout début où je suis un petit peu moins hypé. Pas mécontent non plus, mais pas impatient que ça sorte, quoi. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, honnêtement. Donc, c'est pas le jeu qui s'essouffle, c'est pas moi qui perds l'envie, c'est juste que je ne vois pas suffisamment de renouveau ici. Et qu'évidemment, bah, en plus de ça, j'attendais avec impatience la news. J'espère, je peux le dire ici, je suis quasi à la fin de la vidéo et j'ai plein de gens qui ne me suivront probablement pas jusqu'ici. Des 4 fantastiques. Donc si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, d'ailleurs, vous mettrez dans les commentaires 4 fantastiques, comme ça je saurai qui a suivi. J'en profite pour dire aussi que on est en train de faire, donc la personne qui a gagné le concours la dernière fois, de celui qui suivait le mieux justement la vidéo et qui devait mettre des commentaires pour le prouver, qui nous a lancé un défi. On est en train de mettre ça au point qu'on va le faire, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Et voilà. Donc dans les commentaires 4 fantastiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et si comme moi vous êtes impatient d'avoir cette preview là, parce que là c'est plus qu'impatient, je ronge littéralement mon frein, j'ai vraiment beaucoup d'espoir et hâte que ce soit ça. Et pour le mot de la fin, tout ça pour dire que bah, ce set-ci, fatalement, au niveau de ma hype, en souffre un petit peu, puisque voilà, j'aurais de loin préféré avoir cette preview-là, et j'espérais que c'est celle-là qui allait sortir maintenant, et au lieu de ça, j'ai un petit pack de rencontres solo. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre quand même. Allez, bisous les amis, et à plus!